Marie-Antoinette, à quoi ressemblait la vie de ses enfants? Marie-Antoinette a été dépeinte comme l'épouse dépensière qui s'est mêlée des affaires politiques de son mari velléitaire Louis XVI. Mais elle était aussi une mère dévouée à ses 4 enfants qui ont apporté un réconfort émotionnel à la reine troublée. La Révolution française allait déchirer la France et la famille de Marie, entraînant la mort de Louis, Marie et de leur fils, et laissant leur seul enfant survivant faire face au traumatisme et à la tragédie du destin de la famille. Depuis son exécution à la fin de la Révolution française, Marie-Antoinette est devenue la personnification de l'extravagance royale offensive et de la lutte des classes vertueuses. Maintenant, imaginez si c'était votre mère. Les enfants de Marie grandiraient sous un microscope dans le somptueux château de Versailles où, comme leur mère, leur vie serait contrôlée par le protocole et le devoir social. Mais lorsque la Révolution française est arrivée, tout a été bouleversé. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi ressemblait la vie des enfants de Marie-Antoinette. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoireflix, activez la cloche de notification et faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous quelles autres histoires françaises vous aimeriez entendre parler sur notre chaîne. Marie-Antoinette est née le 2 novembre 1755 à Vienne, qui était à l'époque la capitale du Saint-Empire romain germanique. Le 15e de ses enfants nés de l'impératrice autrichienne Marie-Thérèse et de l'empereur romain germanique François Ier, Marie était fiancée à l'héritier du trône de France alors qu'elle était encore enfant. Le couple s'est marié en 1770 alors qu'elle n'avait que 14 ans et lui seulement 15. Les jeunes mariés savaient tous les deux que le premier devoir de Marie en étant qu'épouse était de produire un héritier mâle. Mais le mariage n'a pas été consommé pendant plusieurs années en raison soit d'un problème physique de la part de Louis, soit d'un problème psychologique. Les cours royales étaient notoirement bavardes, rien de plus que Versailles rempli d'intrigues, et Marie et Louis ont été harangués de conseils et de critiques. Sur leur supposé échec biologique, le frère de Marie étant envoyé pour donner au jeune roi des rapports sexuels étape par étape conseil. Ce n'est qu'en 1778, 4 ans après leur accession au trône de France, que le premier enfant est né. Bien qu'elle ne soit pas le fils espéré, Marie-Thérèse a fourni un soutien émotionnel indispensable à sa mère, dont l'apparence et les dépenses apparemment frivoles masquaient une profonde solitude et des insécurités. On raconte que pendant l'accouchement, pas moins de 200 personnes se pressent dans sa chambre pour assister au travail. Cependant, la longue attente entre le mariage et la naissance du premier enfant du couple royal n'est pas bien perçue par le public qui, en toute honnêteté, déteste déjà Marie. Il se demande si elle a vraiment l'étoffe d'une reine. En 1781, Marie a donné naissance à son deuxième enfant. Cette fois, c'est un fils qu'elle nomme Louis-Joseph. En tant que mâle, Louis-Joseph devient l'héritier du trône. Le dauphin et Marie l'adorent comme elle l'a fait pour sa fille. Le protocole royal limitant considérablement la capacité de Marie à s'occuper personnellement de ses enfants au quotidien, elle prit l'habitude de les emmener loin de la cour dans sa retraite privée, connue sous le nom de Petit Trianon. Le Petit Trianon, situé sur le domaine de Versailles, était un cadeau de son mari à Marie, et c'était l'endroit idéal pour échapper aux pressions de la vie royale. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Marie-Antoinette, née à l'étranger, n'a jamais été cool avec le peuple français. Même avant la Révolution, elle avait des ennemis, et lorsque cela les arrangeait, ils s'en prenaient allègrement à sa relation avec ses enfants. Marie était connue pour être une mère dévouée, mais lorsqu'il s'agissait d'être une épouse, elle avait la réputation d'être infidèle. En fait, dans les années 1780, Marie a eu une liaison avec un diplomate suédois au nom d'Axel von Forson qui avait combattu pendant la Révolution américaine. Lorsque son troisième enfant, Louis-Charles, né en 1785, la rumeur veut que von Forson et non le roi Louis soit le père de l'enfant. La rumeur et l'image de cocufiage du roi ne contribuent pas à améliorer la réputation de Marie auprès du peuple. À peine un an après avoir donné naissance à Louis-Charles, le 9 juillet 1786, Marie-Antoinette donne naissance à son 4e et dernier enfant. Il s'agit d'une fille qu'elle nomme Sophie Béatrix. Malheureusement, Sophie, qui est née prématurément, meurt avant son premier anniversaire. Le couple est dévasté, c'est la première fois qu'ils perdent un enfant, mais ce ne sera pas la dernière. 2 ans plus tard, à l'été 1789, Louis-Joseph, le dauphin âgé de 7 ans, meurt de maladie. Louis était l'héritier du trône, mais il avait également été malade toute sa vie. Les historiens pensent que la cause de sa mort pourrait être une tuberculose de la colonne vertébrale, mais quoi qu'il en soit, Marie n'aura pas beaucoup de temps pour pleurer son fils. Quelques semaines seulement après le décès de Louis, la Révolution française commence.
La famille royale reste à Paris pendant les premiers jours de la Révolution, mais les choses deviennent rapidement inconfortables. Les révolutionnaires remettent de plus en plus en question la monarchie et il est évident que les vents politiques soufflent dans le bon sens. La famille royale décide très sagement de fuir le pays. En juin 1791, lui et Marie se déguisent et se dirigent vers la Belgique, qui est contrôlée par la famille Habsbourg de Marie. Ils y parviennent presque, mais le roi est reconnu à Varennes et la famille est capturée et mise en détention. Ils ne retourneront jamais dans leur palais. Au lieu de cela, l'Assemblée révolutionnaire décide d'envoyer toute la famille royale, y compris les jeunes enfants, dans une forteresse médiévale où les geôliers peuvent facilement les surveiller. Louis-Charles est né en 1785 et il a passé les premières années de sa vie à courir et à jouer dans les salles dorées de Versailles. Il avait 4 ans lorsque la Révolution est arrivée et elle a tout changé pour lui. À la mort de son frère Louis-Joseph, Louis-Charles était devenu le nouveau dauphin. On pourrait penser que devenir l'héritier du trône d'une grande puissance mondiale est une bonne chose. Mais avec l'avènement de la Révolution, pas tant que ça. Louis-Charles a été marqué comme le fils d'un tyran et enfermé dans une tour. Il passe 4 ans à l'isolement séparé de sa famille. Les geôliers de Louis-Charles ont pu le maltraiter et ils l'ont même forcé à témoigner contre sa propre mère. C'est lors du procès de Marie que l'État a fait dire à Louis que sa mère l'avait molesté. Marie a nié avec véhémence l'accusation, mais cela n'avait aucune importance. Les cartes étaient truquées contre elle. Marie est condamnée et exécutée à la guillotine le 16 octobre 1793. Lui n'est pas informé de la mort de sa mère. Au lieu de cela, il est battu et jeté dans une cellule infestée de puces et remplie de déchets humains laissés à l'abandon. Louis-Charles perd peu à peu la raison. Les révolutionnaires aiment Marie-Thérèse, l'aînée des enfants royaux, dans une tour de 1792 à 1795. L'adolescente avait droit à 2 livres qu'elle lisait sans cesse. Sa cellule était très proche de celle où était détenu son frère Louis-Charles. Les frères et sœurs n'avaient pas le droit d'entrer en contact pendant leur emprisonnement, mais Marie-Thérèse pouvait entendre son frère pleurer lorsque ses geôliers le battaient ou gardaient la classe. En France, au cours de son emprisonnement, les membres de la famille de Marie-Thérèse ont été exécutés les uns après les autres. D'abord sa mère, puis sa tante et enfin son frère. Mais Marie elle-même n'en sait rien, car ses geôliers lui cachent soigneusement la nouvelle. Enfin, en décembre 1795, le règne de la terreur prend fin. Marie-Thérèse, désormais seul membre survivant de sa famille, est libérée et autorisée à se rendre en Autriche, où elle vivra avec la famille de sa mère. Le procès de Marie-Antoinette s'ouvre en 1793. Sentant peut-être que l'issue du procès était courue d'avance, elle répondit à l'acte d'accusation qui pesait sur elle en disant « J'étais reine et vous m'avez enlevé ma couronne. J'étais épouse et vous avez tué mon mari. J'étais mère et vous m'avez privé de mes enfants. Seul mon sang demeure. Prends-le, mais ne me fais pas souffrir longtemps. » Dans ces derniers jours, Marie pense constamment à son fils, Louis-Charles. Le simple fait de savoir qu'il est en prison l'angoisse et rend la situation encore plus douloureuse, car elle n'a pas le droit d'avoir de contact avec lui. Lui, quant à lui, ne sait même pas que sa mère est en procès. Peu de temps avant de connaître son destin, Marie écrit à sa belle-sœur et lui fit partie de son chagrin et de son amertume d'être obligée de laisser ses enfants derrière elle. La reine condamnée a dit à sa parente bien-aimée « Tu sais que j'ai existé, mais pour eux et pour toi ». Louis-Charles meurt en juin 1795 à l'âge de 10 ans. La cause de sa mort est soupçonnée d'être la tuberculose provoquée par son emprisonnement. Un médecin qui a examiné le corps du garçon a pu faire sortir clandestinement son cœur. Il sera finalement enterré à côté des tombes de ses parents. Louis-Charles n'avait que 8 ans quand il est devenu orphelin, et si la monarchie avait survécu, il serait devenu le roi Louis XVII. Du point de vue du public, cependant, le garçon a simplement disparu derrière les barreaux pendant la Révolution et on ne l'a plus jamais revu. Même son enterrement a été fait en secret. Ces circonstances, malheureusement, ont créé l'occasion parfaite pour les escrocs cherchant à se faire passer pour le roi et beaucoup ont essayé. Plus de 100 imposteurs différents prétendent être Louis-Charles, le véritable héritier du trône de France. Charles-Guillaume Nachdorf était l'un d'entre eux. Charles a passé du temps dans une prison allemande pour contrefaçon avant de révéler qu'il était le dauphin. Il a même écrit à la pauvre Marie-Thérèse, lui demandant de le rencontrer pour l'aider à prouver qu'il était vraiment son frère. Même le baron von Fugger, un diplomate autrichien respecté de l'époque, a soutenu qu'il n'y avait aucune certitude réelle et légale que le fils de Louis XVI était mort.
Il soulignait qu'il n'y avait aucune preuve réelle de la mort, seulement une annonce dans le journal et un rapport rédigé par des révolutionnaires à qui l'on présentait le corps d'un enfant mort, dont on leur disait qu'il était Louis. Il n'avait pas tort. La preuve de la mort de Louis était moins que convaincante. Malheureusement, cette incertitude allait tourmenter Marie-Thérèse pour le reste de sa vie. Marie-Thérèse est la seule des 4 enfants de Marie-Antoinette à survivre à la Révolution française. En 1799, sur l'insistance de son oncle qui s'était fait appeler Louis XVII après la mort de Louis-Charles, elle épouse son héritier, son cousin germain Louis, duc d'Angoulême. Ce fut un mariage malheureux qui ne fut jamais consommé. Le couple passa plusieurs années en exil en Grande-Bretagne avant de revenir en France en 1814 lorsque Louis XVIII devint roi à la suite de l'abdication de Napoléon Bonaparte lors de ce qui devint connu sous le nom de Restauration des Bourbons. Les tragédies de sa vie, sans surprise, ont fait de Marie-Thérèse une femme méfiante. Quelque peu aigrie, elle désespérait devant la litanie d'imposteurs qui exigeaient qu'elle les reconnaisse comme son frère. Elle a été forcée de fuir la France à plusieurs reprises alors que l'emprise de la monarchie restaurée de Bourbon devenait de plus en plus tenue. En 1824, après la mort de Louis XVIII, son mari devient héritier du trône. 6 ans plus tard, lors de la Révolution de 1830, son mari devient brièvement le roi Louis XIX lorsque son père abdique. Marie est devenue reine jusqu'à ce que son mari, à son tour, abdique moins d'une demi-heure plus tard en faveur de son neveu. Elle a passé le reste de sa vie en exil, rebondissant entre les cours royales. Il n'est pas surprenant que le fait de passer des années derrière les barreaux, d'entendre les geôliers frapper son petit frère, puis d'être libéré et d'apprendre que toute sa famille avait été tuée, ait laissé des traces sur Marie. Elle ne s'en est jamais remise, même si elle est retournée vivre en France. Elle est contrainte de fuir le pays à plusieurs reprises et sera tourmentée par des imposteurs prétendant être lui jusqu'à la fin de sa vie. Marie-Thérèse est finalement décédée en 1851 à l'âge de 72 ans en octobre 1851 et fut enterrée à côté de son mari dans l'actuelle Slovénie. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que cela ferait d'être l'un des enfants de Marie-Antoinette? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et pendant que vous y êtes, regardez ces autres vidéos de nos étranges histoires sur notre chaîne. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée à ce qu'était la vie des enfants de Marie-Antoinette. Nous espérons par la même occasion que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, nous vous prions de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir plus de vidéos sur des histoires similaires. Par la même occasion, nous vous prions de nous laisser dans les commentaires les sujets et idées des vidéos que vous aimeriez voir dans notre chaîne. Merci une fois de plus et comme toujours, portez-vous bien.